Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h20 sur Sud Radio, 0826 300 300, la vérité en face. Faut-il faire flotter le drapeau palestinien sur nos mairies lundi prochain, le 22, jour de reconnaissance officielle de la Palestine par la France, par Emmanuel Macron. La proposition sur les drapeaux d'Olivier Faure divise l'opinion publique. Je vous rappelle, d'intenses bombardements, c'est le contexte, des bombardements israéliens se sont produits à Gaza. Vous avez la parole pour en débattre. 0826 300 300, vous nous appelez sur tous les sujets qui vous préoccupent ce matin. Avec nous en studio, Franck Tapiro, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes président de la société de conseil créatif Outspa, fondateur également de Diaspora Défense Force, une association de défense de la communauté juive de France et de l'image d'Israël. Et nous joindrons tout à l'heure Léon Desfontaines, le porte-parole du Parti communiste français. Je commence tout d'abord, avant de prendre un premier appel avec vous, Franck Tapiro, cette histoire de drapeau palestinien sur nos mairies lundi prochain, oui ou non? Faut-il pavoiser le drapeau, faire en sorte que ce drapeau palestinien flotte sur toutes nos mairies? Évidemment que non, pour plusieurs raisons. D'abord, la reconnaissance d'un État palestinien, ce n'est pas la naissance d'un État, encore moins l'indépendance d'un État. Avant qu'il y ait naissance de cet État, il va falloir d'abord que le Hamas dépose les armes, qu'il quitte Gaza, mais surtout qu'il libère tous les otages vivants et morts, je le rappelle. Donc évidemment que cette idée est absolument épouvantable. D'abord l'idée de reconnaissance en termes de timing, on en parlera sûrement après, mais l'idée de mettre devant nos mairies, alors que devant nos mairies prime le drapeau français, le drapeau tricolore, et d'ajouter à cela un drapeau dit palestinien, c'est une double erreur. D'abord parce que ce drapeau représente un pays qui n'existe pas encore, comme je l'ai dit à l'instant. Mais seconde grave erreur, ce drapeau est la copie absolue du drapeau du califat islamique de la Mecque de 1916. Vous pouvez vérifier. Je pense que M. Olivier Faure et ses amis n'ont pas de livre d'histoire, qu'ils aient sur Internet et qu'ils vérifient. Il y avait exactement le même drapeau. Il a été repris avec le triangle rouge, la bande noire, la bande blanche, la bande verte. Franck Tapiro, à vos yeux? Ça signifie que on accepte sur nos mairies un drapeau qui est à l'envers de nos valeurs, qui est l'ennemi de nos valeurs. Ces gens-là sont les ennemis de la France. Accoler au drapeau français tricolore un drapeau dit de Palestine qui est celui du califat islamique de la Mecque, c'est clairement, pour moi, une guerre contre les valeurs de la France, une guerre contre nos couleurs, une guerre contre notre idéal républicain. Et je pense que c'est pour ça qu'hier, j'ai lancé une réponse citoyenne, c'est de dire à tous les Français qu'ils soient fiers de sortir leur drapeau bleu, blanc, rouge, surtout le week-end prochain, où il y a les 2 journées, vous savez, consacré au patrimoine français. Et bien, on va montrer que le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est notre symbole numéro 1 du patrimoine français. Cette France une et indivisible contre tous ceux et celles qui veulent nous diviser. Ce sont ceux qui proposent justement cette très mauvaise idée. Alors vous nous appelez 0826 300 300, chers auditeurs, c'est vous qui avez la parole sur ce sujet, on va dire ô combien clivant dans notre pays et pas seulement en France. Nous sommes avec vous également, Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Et bienvenue à vous. Je rappelle, vous êtes porte-parole du PCF, le Parti communiste français. Vous venez d'entendre, vous débattez avec lui, Franck Tapiro, Léon Desfontaines. Que dites-vous ce matin sur le drapeau et sur les arguments développés à l'instant par Franck Tapiro? Alors, j'ai entendu partiellement le temps de me connecter. Oui. Maintenant, moi, je pense que on parle des valeurs de la France, et je pense que c'est bien en effet de revenir là-dessus. Les valeurs de la France, c'est les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est la solidarité entre les frontières, et en l'occurrence, c'est tout simplement ce qu'on demande. Et je crois que la France et les Français ont su, par l'histoire, se lever lorsque un peuple se fait opprimer, lorsque il y a un génocide en cours. Et en l'occurrence, c'est ce qui est proposé à l'heure actuelle, c'est de sortir des drapeaux palestiniens en solidarité face au génocide qui est en cours à Gaza. Et donc, c'est uniquement un acte de solidarité internationale et bien sûr aussi une interpellation de nos pouvoirs publics, en l'occurrence même du président de la République, Emmanuel Macron, pour qu'il agisse pour une paix juste et durable dans la région, notamment à travers la reconnaissance de l'État palestinien. Alors vous avez évidemment un avis diamétralement opposé à celui de Franck Tapiro. Je vais prendre un premier appel en direct sur Sud Radio. Je précise qu'une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU accuse ce matin Israël de commettre, c'est le vocable que vous avez utilisé, Léon Desfontaines, un génocide dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre, avec, je cite, les mots de cette commission, l'intention de
détruire les Palestiniens, nous sommes arrivés à la conclusion qu'un génocide se produit à Gaza et continue de se produire, et que la responsabilité incombe à l'État d'Israël, déclare la présidente de cette commission nommée Navi et Pilet. Je vous ferai réagir tous les deux à ce qui vient d'être dit. Mais je prends un premier appel avec vous. André, bonjour André. Oui, bonjour. Et André, vous nous écoutez à Paris, la capitale. Tout à fait. Bon, mais bienvenue André. Pour ou contre le drapeau ? Écoutez, je suis contre déjà et je ne comprends même pas qu'on puisse poser une telle question. Voilà. Pourquoi c'est vous tout dites ça ? simplement, je suis français de souche, et vraiment français. Je ne suis pas du tout complotiste ni quoi que ce soit. Je ne comprends pas qu'on puisse poser une question pareille de mettre un drapeau sur les mairies en France. Mais quelle ironie, mais c'est incroyable d'entendre des choses comme ça. Voilà, je suis pas révolté, mais presque, et je ne sais pas ce qui va en advenir, mais je trouve ça d'un ridicule et d'un grotesque et provoque terrible. Je sens poindre chez vous, André, une pointe d'agacement, pour ne pas dire de colère. Qu'est-ce qui motive votre réaction ce matin ? Bien que c'est tout, je suis en France et je ne tolère pas. Et il n'y a pas que ça, on va rentrer dans toutes les données, mais on n'a aucun charisme pour se battre contre ce genre de choses. Et notre cher président, qui est peut-être très, très, très pris à l'extérieur, ferait mieux de s'occuper de l'intérieur et de faire le nécessaire afin que les Français vivent en français et tranquillement, pas avec toutes vous vous rendez compte, les couteaux, on n'entend que des choses horribles. Alors que ça cesse. Il faut faire cesser ce genre de données. C'est incroyable qu'on accepte en permanence que personne ne soit puni, que tout le monde... Mais c'est invraisemblable. On rêve. Je suis sur une autre planète, monsieur. Je suis sur une autre planète. Je vis pas en France. Je comprends pas. Merci André, voilà. Merci pour votre réaction. On entend cette part de colère et d'émotion dans vos mots. André, vous nous appelez de Paris, vous êtes contre le drapeau. Allez, je vais faire le tour avec tous les deux, Franck Tapiro et Léon Desfontaines. D'abord, réaction à ce qui vient d'être dit par André. Franck Tapiro, je commence par vous. Monsieur dit exactement la même chose que moi. Il est choqué, il est totalement sidéré en fait par cette réaction. Mais ce qui est encore plus sidérant, c'est d'écouter les raisons. Quand j'entendais Monsieur Desfontaines tout à l'heure parler, il confond tout. Il confond la reconnaissance. Après, il parle d'un génocide en cours. Il n'y a pas de génocide parce que le seul génocide qui a eu lieu depuis le 7 octobre, c'est le 7 octobre par le Hamas, qui écrit dans sa charte et qui depuis toujours qui veut exterminer non seulement toute trace d'Israël, mais surtout les Juifs de la planète. Il suffit de regarder. Je crois que Monsieur Desfontaines connaît par cœur cette charte. Donc l'intention génocidaire, c'est ce qui prime à tout génocide. Il n'y a jamais eu de génocide à Gaza, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'intention génocidaire politique de la part du gouvernement. Monsieur, déjà, j'anticipe, va me sortir les deux ministres, Ben-Gvir et Smotrich. Mais Smotrich et Ben-Gvir ne représentent pas la majorité des Israéliens, vous le savez, et en rien n'ont influencé l'armée israélienne qui fait tout pour éviter un génocide. Un génocide, ça ne met pas 2 ans à faire avec le nombre de morts qui a été donné, vous le savez très bien. S'il faut rentrer d'un point de vue arithmétique, on est très loin, heureusement, du génocide. Maintenant, il y a des morts civiles, c'est un drame. Et on sait très bien qu'une mort civile, c'est une mort de trop. Mais c'est une guerre c'est sale, c'est pas Israël qui l'a commencé, c'est le Hamas, et depuis le début, dans l'inversion victimaire qui est de dire que Israël l'aurait bien cherché le 7 octobre, et que depuis le 7 octobre, évidemment, c'est Israël qui commet un génocide, c'est pire qu'une fake news, c'est une monstruosité anti-juive. Léon Desfontaines, répondez à Franck Tapiro ce matin. Oui, je vais être assez simple. Déjà, je me réfère à la commission des Nations Unies. Moi, je veux bien entendre que les Nations Unies est devenue une organisation complètement gauchiste à la solde du Hamas, mais je pense que c'est bien éloigné de ce qu'est la réalité. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'ONU, depuis ce matin, une commission dit qu'il y a eu une incitation au génocide et donc il y a génocide. Donc ça, c'est le premier argument. Et moi, je veux bien qu'on puisse torpiller à longueur d'antenne, dire que systématiquement, il n'y a pas de génocide en cours. En l'occurrence, le nombre d'organisations, d'ONG, et en l'occurrence
agences, maintenant même des Nations Unies, qui disent qu'il y a un génocide, c'est qu'il y a un génocide en cours. Mais maintenant, moi, je suis même pas là tellement pour débattre sur l'utilisation des mots. La réalité, c'est qu'il y a un massacre en cours à Gaza et que je pleure des mêmes larmes pour les victimes gazaouis que pour les otages israéliens qui sont encore détenus, pour les victimes israéliennes du 7 octobre. Et la réalité, c'est que ce que je souhaite, et j'espère qu'on puisse avoir un consensus sur le sujet, c'est qu'il y ait une paix juste et durable dans la région. Donc maintenant, comment on arrive à une paix juste et durable dans la région? Eh bien, je suis désolé, si on ne reconnaît pas l'État palestinien sur les frontières de 67 avec 2 États palestiniens, si on n'agit pas pour la libération des prisonniers politiques palestiniens qui agissent pour un projet laïque en Palestine comme Marwan Barghouti qui est enfermé depuis 20 ans dans les geôles israéliennes, eh bien, on ne parviendra pas à trouver une paix juste et durable dans la région. Donc moi, je veux bien entendre sur les journalistes ou chroniqueurs nous dire qu'il ne faut pas reconnaître l'État de Palestine et qu'il faut encourager la guerre ou fermer les yeux face à ce qui se passe. En l'occurrence, personne dit ça ce matin dans Très bien, mais je vois pas quelles sont les réponses proposées. Attendez, Léon Desfontaines, on va marquer une pause, mais juste un mot sur ce qui a été dit par André, qui nous appelait de Paris. Sur le drapeau, oui. Sur une espèce de ras-le-bol de tout ce qui se passe aujourd'hui, de cette importation en quelque sorte du conflit israélo-palestinien. Vous dites quoi ce matin ? Je pense qu'il y a 2 choses aujourd'hui. En réalité, la première chose, un peu fou, tout ça, non ? La première chose qui est évoquée, c'est quand même qu'il y a un ras-le-bol sur le fait que Emmanuel Macron et les pouvoirs publics ne semblent pas s'intéresser aux préoccupations des Français et notamment au pouvoir d'achat des Français. Et ça, je partage en tout point le fait qu'aujourd'hui, on a une forme de démission du gouvernement vis-à-vis des préoccupations des Français, des attentes des Françaises et des Français. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on a vu dans l'histoire que des dirigeants français pouvaient très bien s'atteler à faire les deux, à partir des préoccupations des Français pour répondre à leurs besoins et de l'autre côté régler les questions internationales. Ce n'est en aucun cas contradictoire. Et maintenant, juste sur le drapeau, je veux dire, il y a eu de nombreuses actions symboliques en faveur de l'Ukraine, en faveur d'autres pays face à d'autres massacres, etc. Et c'est ni plus ni moins que ce qui est fait lorsque un maire décide d'imposer. L'Ukraine est un pays, la Palestine non. Allez, nous relançons. La Palestine, on est dans. On va en débattre dans un instant. Je vous rassure tous les deux. La vérité en face, 0800 26 300 300. On se retrouve dans un instant. Et je rappelle, vous nous appelez, comme l'a fait André à Paris, vous nous dites si oui ou non vous êtes pour ou contre drapeau, et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour de cette question du conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Restez avec nous sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. 8h, 9h35, la vérité en face, 0826 300 300. Je vous donne la parole. Nous sommes avec Franck Tapiro et Léon Desfontaines pour débattre. Faut-il faire flotter le drapeau palestinien sur nos mairies le lundi 22, jour de reconnaissance officielle de la Palestine par la France? Bonjour Hervé et bienvenue à vous. Bonjour. Vous nous appelez d'Antony, c'est en région parisienne, oui. Hervé, dans les Hauts-de-Seine, Antony. Voilà, les Hauts-de-Seine. Voilà, il ne faut pas se tromper. Vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, c'est une manipulation de l'extrême gauche communiste, les fils, etc., et socialistes. Parce que en plus, on se pose jamais la question qu'est-ce que c'est que ce drapeau. En fait, c'est un drapeau qui a été créé en 1916 lors de la grande révolte arabe, et donc d'après certains spécialistes aussi, ce serait un drapeau du califat. Donc Franck Tapiro à l'instant. Non, mais c'est pas. On dit drapeau palestinien, mais c'est qu'il y a 2 couleurs qui interpellent. Le vert, c'est le drapeau des musulmans lorsqu'ils sont en paix, et le noir, je vous le rappelle quand même, c'est le drapeau lorsque les musulmans sont en guerre. Donc il dresse le drapeau noir. Donc, si vous voulez, ce sont des symboles qui sont très parlants et qu'il faudrait interroger. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour faire passer les idées politiques comme quoi les socialistes sont derrière l'extrême gauche, vu que les élections arrivent bientôt. Et donc, évidemment, comme ils ont besoin des voix, ils se mettent derrière les soi-disant insoumis, voilà, qui sont totalement soumis aux islamistes. Vous voyez là, Hervé, une sorte d'arrière-pensée électoraliste. Moi je le vois et c'est tellement évident, surtout qu'il n'y a pas vraiment ils font pas vraiment d'informations sur ce que c'est que la Palestine, son histoire, etc. Vous voyez, il y a un problème pédagogique vis-à-vis de l'histoire de la Palestine et puis vis-à-vis du Hamas. Je ne parle jamais du Hamas parce que le Hamas, en fait, ce sont les frères musulmans et le Hamas est bien marqué dans la Constitution de 1988. Ils veulent éradiquer Israël, mettre les Juifs à la mer. Donc il y a des phrases absolument extraordinaires. Enfin, pour
quelqu'un de rationnel, quand on voit dans la constitution du Hamas, comme quoi le dernier juif, il se cachera derrière un arbre et puis l'arbre dira viens tuer ce juif. Ça c'est l'imaginaire qu'il y a chez les Palestiniens et les gens du Hamas en particulier, et ça on le dit pas. D'un mot, et Léon Desfontaines, je vais vous donner la parole, vous allez pouvoir répondre. D'un mot encore avec vous, Hervé, est-ce que vous êtes inquiet au fond? D'ailleurs, je tiens à souligner que vous avez une très bonne connaissance de ce dossier. Il y a une explication? Il y a une explication, c'est pas que ça m'intéresse comme tout le monde, mais je suis historien aussi, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. Voilà, donc la raison, si vous voulez, c'est que tout ça, la gauche et l'extrême gauche ne veulent plus parler d'histoire, et ce serait le moment de parler d'histoire, voilà. D'où le mot pédagogique que vous avez prononcé. Juste un mot, vous êtes inquiet ou pas, Hervé? Vous êtes inquiet ou pas? Oui, je suis inquiet. Non, on est inquiet parce que bien évidemment, si vous voulez, on se sert de ce qu'on appelle l'ultra-gauche étudiante, etc., pour casser. Ils acceptent ce qu'on appelle les black blocs qui cassent tout systématiquement. Et moi, j'entends jamais la gauche socialiste, la gauche communiste. Vous avez un représentant du Parti communiste français. J'entends jamais la gauche dénoncer véritablement, ou alors du bout des lèvres quand ça se fait, les casses qu'il y a eu, notamment le 10 septembre. Non, mais c'est scandaleux. On a vu quand même des gens lancer des poubelles sans raison contre les forces de police. Oui, ils viennent uniquement pour casser. Et l'extrême gauche, c'est ce repaît évidemment de ce chaos qu'elle veut créer. Merci à vous, Hervé. Je rappelle, historien donc, très fin connaisseur du dossier. Vous nous appeliez d'Antony. Je me tourne vers vous, Léon Desfontaines. Bon, il y a une forme d'interpellation à l'endroit de la gauche. Que répondez-vous, Hervé, Léon Desfontaines? Des black blocs, pour entendre, je pense qu'il faut encore écouter. Nous avons systématiquement dénoncé les violences dont je rappelle, nous avons nous-mêmes, le Parti communiste français, été victimes des black blocs, et nous sommes les premiers à les dénoncer lorsqu'elles ont cours, parce que non seulement c'est un dévoiement de nos manifestations, mais pire que cela, c'est une violente, c'est des actes violents à l'encontre des manifestants eux-mêmes, et notamment ceux du Parti communiste. Ceci étant dit, maintenant je reviens sur l'histoire, le rapport à l'histoire et la Palestine. Je veux dire, nous sommes les premiers à faire un rapport historique sur la Palestine, et en l'occurrence, si monsieur historien, je pense qu'il a connaissance aussi que la Palestine, ce n'est pas le Hamas, et que le Hamas, ce n'est pas la Palestine. Et je tiens à insister sur ce sujet-là. C'est que depuis le 7 octobre, il y a une forme de confusion qui s'est installée sur le fait que le Hamas serait le premier dirigeant de la Palestine. Ce n'est pas vrai. Le Hamas est une organisation, en réalité, qui agit contre une paix juste et durable entre Palestine et Israël. Ça a été dit à juste titre. Le Hamas est contre l'État d'Israël et pour rayer Israël de la carte. Ce n'est pas notre position. Et en l'occurrence, le Hamas a mis en place une dictature dans la bande de Gaza depuis qu'il arrive au pouvoir dans le milieu des années 2000. Nous, ce que nous disons, c'est que justement, il ne faut pas écouter la voix du Hamas et qu'il faut reconnaître l'État de Palestine et d'Israël sur les frontières de 1967, tout simplement, comme le préconise le droit international, d'une part, et de l'autre, il faut soutenir les forces palestiniennes qui agissent pour une paix dans la région, qui agissent pour une solution à deux États, et elles sont majoritaires. J'entends vos arguments, Léon Desfontaines. Juste un mot, et Franck Tapiro va vous répondre, c'est très important. Vous savez ce qu'il est dit, si les élections avaient lieu demain à Gaza et en Cisjordanie, le Hamas les remporterait. C'est un peu ça la difficulté aujourd'hui, vous le savez. C'est sûr que quand on enferme les dirigeants palestiniens qui agissent pour une paix juste et durable dans la région, ça devient compliqué. Je donne juste une anecdote, enfin pas une anecdote, un élément. C'est que Marwan Barghouti, de sa prison, s'est présenté à la dernière élection pour l'autorité palestinienne. Elle a été annulée au dernier moment, mais les sondages le donnaient largement en tête. Marwan Barghouti pose la solution à deux États, Israël et Palestine d'un autre côté. Il a un projet laïque pour la Palestine. Pourquoi la France n'agit pas plus fortement que ce qu'elle fait jusqu'alors pour agir pour sa libération, étant donné qu'il est enfermé injustement? C'est une référence à un Mandela palestinien, comme il est comparé par de nombreuses ONG. Sa libération à lui seul permettrait d'unir le peuple palestinien autour d'une solution à deux États, avec Israël protégé dans ses frontières, mais aussi bien sûr Palestine, la Palestine protégée dans ses frontières, les frontières de 1967, encore une fois, comme le préconise le droit international. Merci Léon Desfontaines. Franck Tapiro répondait, dissocier le peuple palestinien du mouvement terroriste
terroriste Hamas, comme le dit Léon Desfontaines, et peut-être une personnalité qui pourrait émerger, Marwan Barghouti, en l'occurrence cité par Léon Desfontaines. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Moi, j'adore écouter les communistes parler d'histoire, parce qu'en fait, ils réécrivent tout le temps l'histoire à l'aune de leur idéologie. D'abord, désolé, monsieur Desfontaines, mais je vais vous faire un petit cours là-dessus. Monsieur Barghouti, d'abord, n'a pas été en prison par hasard. Ce n'est pas un otage. C'est un terroriste qui a été emprisonné. Il faut le dire parce que on passe à côté de la vérité. Je sais que la vérité pose problème au Parti communiste. Ça a toujours été le cas depuis sa création. Même si la Pravda voulait dire la vérité, ce qui en est la plus belle des preuves. Deuxième chose, vous savez que le Hamas n'est pas arrivé aussi par hasard à Gaza. Il a été élu démocratiquement. Alors il a éliminé certes tous les candidats du Fatah, il les a exterminés, mais il a été élu démocratiquement par le peuple palestinien à Gaza. Troisième point, l'autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, qui est un voleur, qui a volé des milliards, vous le savez très bien, qui a détourné l'argent, ça a été prouvé des dizaines de fois, qui finance les familles des terroristes et les terroristes eux-mêmes, vous le savez aussi, et qui collabore, on me dit à chaque fois, mais il collabore avec les autorités israéliennes. Normal, il a peur de perdre le pouvoir. Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, il sait très bien que c'est le Hamas qui est majoritaire, non seulement à Gaza, et en ce qu'on appelle Cisjordanie, mais en Judée-Samarie, et qui n'a organisé aucune élection depuis 20 ans. Donc ce grand démocrate qui est Mahmoud Abbas, qui est aujourd'hui présenté par Emmanuel Macron comme le parangon de la référence du peuple palestinien, non seulement est minoritaire chez lui, il n'a pas fait une élection, il vole l'argent, il finance le terrorisme et, bien entendu, mais ça, monsieur Desfontaines l'oublie parce que vous savez, la vision parcellaire de l'histoire le pousse à cela. Il a fait une thèse révisionniste en disant que la Shoah n'avait pratiquement jamais existé et qu'il remettait en question toutes les thèses sur les chambres à gaz, etc. Vous pouvez le trouver si vous n'avez pas de livre d'histoire, vous le retrouverez sur Internet. Donc, quand je vois un peuple palestinien dirigé d'un côté par un mouvement terroriste et de l'autre avec un mouvement terroriste qui est majoritaire, bloqué par un soi-disant président de l'autorité palestinienne qui refuse toutes les élections, je me dis, mais aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc vous pouvez parler tant que vous voulez d'un peuple palestinien qui veut la paix, qui veut un État. Moi je dis, quelles sont les frontières ? Quels sont les leaders ? Quel est le projet politique ? Et surtout, quel est l'engagement de vivre en paix aux côtés d'Israël et non pas à la place d'Israël, Léon comme le veulent aujourd'hui tous les dirigeants. Vous allez pouvoir garder vos arguments au chaud, hein, Léon Desfontaines. Je vais vous donner largement la parole pour répondre à Franck Tapiro. C'est la règle, hein, vous le savez. Dans un instant, nous serons en direct avec Nordine, hein, qui nous appelle de Lille et qui nous portera son regard sur ces histoires de drapeaux et de reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. 9h45. Vous nous appelez comme vous le faites, hein, au 0826 300. Nous nous retrouvons pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. 0826 300 avec nos deux invités, Léon Desfontaines et Franck Tapiro. Et nous sommes avec vous, Nordine, bonjour. Bonjour, bonjour à Monsieur Aquili, Monsieur Desfontaines et Monsieur Tapiro. Bonjour Nordine, à toute l'équipe. vous nous appelez de Lille aujourd'hui. Je sais pas s'il fait beau. Je sais pas s'il fait beau à Lille ce matin. Un peu gris. Mais bon, on a du soleil dans le cœur chez Steve. Et du bonheur. Que dites-vous sur ce qui est échangé, sur cette histoire de drapeau, Nordine, et puis ce que s'apprête à faire Emmanuel Macron lundi? Sur d'abord ce qui a été échangé par Hervé, je suis d'accord sur les propos antisémites et les propos tenus par des partis extrémistes et religieux comme le Hamas. C'est vraiment, on peut pas être d'accord avec ce genre de propos qui sont vraiment génocidaires et qui appellent quasiment à l'extinction de personnes. C'est totalement horrifique. Sur le drapeau, je dis que les Palestiniens ont droit à un État. Après, ce qui est malheureux, c'est que on a affaire un peu comme c'est passé en Irlande du Nord et en Irlande, vous savez, à l'époque, malheureusement, c'était une guerre fratricide qui avait lieu au Royaume-Uni et il y a eu des attentats, il y a eu des massacres et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire plus à une guerre religieuse, à une guerre civile, qu'à vraiment à une guerre État contre État. Vous savez, vous avez connu, on a connu ça, nous, avec la France, avec l'Allemagne. Deux pays qui s'entretuaient et qui aujourd'hui peuvent vivre en paix dans une Union européenne. Oui. Voilà, main dans la main. Et c'est ce que je souhaite pour le Proche-Orient. Et ce qui est malheureux, c'est que vous avez des puissances comme la Chine, les États-Unis, des grandes puissances mondiales qui aujourd'hui manipulent ces deux petits peuples qui essayent de vivre en paix.
deux peuples qui se ressemblent vraiment, deux peuples frères. Vous savez, les Palestiniens. Moi, je suis parti sur le terrain en tant que médecin. Je peux vous en parler parce que j'étais à Ramallah et j'étais à Jérusalem. Et j'ai été très très bien accueilli par des personnes officielles à Jérusalem, de confession juive, athée, agnostique, ce que vous voulez. Ils m'ont accueilli chez eux, main sur le cœur. Et j'étais très bien accueilli par d'autres personnes de confession musulmane ou pas musulmane, chiite, sunnite, ce que vous voulez, du côté de Ramallah. Et ce qui m'a marqué, c'était les mêmes plats que je dînais le soir, et c'était le même petit déjeuner, c'était la même décoration dans la maison, c'était la même culture. Donc je ne comprenais pas comment ces deux peuples pouvaient parfois se disputer, se faire la guerre, voire commettre ce qui a été commis le 7 octobre. Vous leur disiez, vous avez été horrifié par, pardonnez-moi, je vous ai coupé, vous avez été horrifié par le 7 octobre. Quand vous étiez sur le terrain, vous êtes médecin donc, hein, quand vous étiez sur le terrain, comme vous nous le racontez, c'est précieux ce que vous nous dites ce matin. Est-ce que aux uns et aux autres, vous leur disiez, au fond, vous êtes, tout pourrait vous rapprocher? J'ai fait ça, justement. J'ai fait ça. On était à la porte de Damas. J'ai organisé des petites réunions à ma hauteur de citoyen du monde. J'ai fait en sorte de les rapprocher, justement, de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des manipulations externes, qu'il y avait d'autres pays, des pays du Golfe, des pays qui n'hésitaient pas à ramener une manne financière qui était énorme. À Ramallah, il y avait de l'argent qui arrivait de partout. Voilà, j'étais horrifié par le 7 octobre. Oui, j'ai compris la réponse après, mais je n'ai pas compris aussi aujourd'hui ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, vous savez, j'ai peur. J'ai mes petits-neveux qui me disent, est-ce que ce qui se passe à Gaza risque de nous arriver, nous, en banlieue, à Roubaix ou à Tourcoing? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous parquer dans des cités comme on est en train de parquer les Palestiniens à Gaza? Et est-ce qu'on ne va pas nous bombarder dans le futur comme on bombarde? Vous vous rendez compte que mes neveux, qui ont 9 ans et demi, me posent cette question-là? Qu'est-ce que vous leur dites, Nordine? Je leur dis que la France est un pays d'état de droit. Pour l'instant, que malheureusement, on a l'Europe qui est en train de prendre de la route de l'extrémisme et de l'extrême droite, avec les manifestations qu'on voit un peu en Angleterre, en Allemagne avec l'AfD, en Italie avec Giorgia Meloni, qui essaye aussi de lutter contre l'immigration, certes, mais on voit que l'Europe est en train de reprendre un chemin qu'elle avait refusé de prendre après 1945. Le général de Gaulle avait tout fait pour apaiser, pour remettre les Français autour de la table, et toute l'Union européenne était à la base de la construction européenne avec Monsieur Schuman, Monsieur Jacques Delors, le papa de Martine Aubry, qu'on connaît très bien à Lille. Moi, j'ai pas de parti politique, hein, ni droite ni gauche. Moi, je suis pour que la France rayonne dans le monde, que ce soit le pays des droits de l'homme et qu'elle défende, comme le fait Emmanuel Macron, quand même les faibles contre les forts. Je dis pas que les Palestiniens sont les plus faibles, mais je dis que par rapport à ce qu'ils sont, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens de défense, ils n'ont pas de moyens de s'alimenter, ils n'ont pas de moyens d'avoir de l'eau courante. Je dis quand même qu'en tant que pays, parce que moi je respecte Israël en tant que pays, je vois Israël comme une lumière, je vois Israël comme une lumière au Proche-Orient, comme un pays démocratique qui pouvait donner cette chance de réussir en Israël et cette chance à tout le monde, peu importe sa confession religieuse. Aujourd'hui, je vois Israël qui malheureusement dérive dans un pays extrémiste, et je vois que l'Europe essaye de s'allier avec les extrémistes là-bas, et je trouve ça très malheureux. Allez, je vous ai laissé développer, Nordine, c'était très important votre message ce matin, un message de paix en quelque sorte. Le temps tourne, je commence par vous parce qu'il est temps de conclure. Léon Desfontaines, qu'est-ce que vous ajoutez à ce qui vient d'être dit ? Je trouve que le témoignage est précieux. Je me suis moi-même aussi rendu en Palestine et en Israël en 2018, et je pense que quiconque qui s'y est rendu peut témoigner sur le fait que aussi bien en Israël qu'en Palestine, il y a des voix qui se lèvent pour une paix, une solution à deux États, pour une coopération même entre deux États, et que c'est pas inéluctable et qu'il faut donner de la force à ces voix. Et je nous mets en garde sur le fait que il y a des amalgames qui sont faits sur le fait que la Palestine et les Palestiniens seraient un féodé affiliés au Hamas et qu'ils seraient tous le Hamas. Et de l'autre côté, ce serait aussi grotesque de dire que le peuple israélien est aux côtés de Benyamin Netanyahou et qui lui apporte un soutien indéfectible. Donc je pense qu'il faut donner de la force aux voix de paix, que ce soit en Israël et en Palestine, pour arriver à une solution à deux États dans cette région. Deux États. Franck Tapiro,
Moi, rapidement. J'ai juste une chose à dire. Pour faire la paix, c'est comme pour faire la guerre. Il faut être deux. Et moi, j'attends de savoir qui, chez les Palestiniens, va rassembler à la fois les Palestiniens qui habitent en Judée-Samarie et à Gaza, avec un vrai espoir de vivre en paix, aux côtés d'Israël et non pas à la place d'Israël. Et je peux vous dire, présentez-moi cette personne-là et je l'aiderai. Et ça fait 25 ans que je le demande. Allez, merci à tous les deux. Merci à vous, Léon Desfontaines. Merci, Franck Tapiro. Et merci à vous tous qui avez appelé, notamment Nordine, qui nous a témoigné de ce qu'il a vécu sur place témoignage depuis Lille. La vérité en face, c'est terminé. Bonjour, Valérie Expert. Bonjour. Bien, écoutez, nous proposez-vous ce matin? Écoutez, nous avons aussi prévu, évidemment, de revenir sur cette actualité. Moi, il y a un mot on n'entend pas beaucoup, c'est otages. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais les otages qui sont quand même au cœur de ce débat et de ce conflit, on n'en parle pas beaucoup. Il reste encore 48 otages là-bas, donc on va y revenir. On va parler aussi de cette décision qui va être prise dans les Landes, suspendre le permis de conduire si l'on utilise son téléphone portable. Qu'en pensez-vous? Et puis la fin des privilèges pour les anciens ministres, peanuts, anecdotiques ou pas, on y revient. On verra. Bonne émission, Valérie. Merci.